Revirement concernant les traitements contre la Covid-19. Le Remdesivir, un antiviral encensé il y a quelques mois, vient de subir un énorme revers. Dans le même temps, l'hydroxychloroquine tant décriée semble, elle, retrouver une deuxième jeunesse. Jenna Ellis, une avocate anti-Trump, a changé son regard sur le président à son contact. Elle affirme avoir été influencée par le discours des médias classiques qui dressent, selon elle, un portrait peu flatteur de Donald Trump. À l'heure où le pays se déconfine, nous reviendrons sur l'utilité du port du masque. Des études semblent prouver son manque d'efficacité. Dans le même temps, un collectif d'avocats dépose plainte contre son port obligatoire pour les enfants âgés de plus de 6 ans, jugeant cette mesure contraire aux droits de l'enfant. Bienvenue sur Nouvel Horizon, je suis Anthony Bluteau. Vous le savez, notre média indépendant a pour but de vous apporter un regard différent sur l'information. Donc n'hésitez pas à commenter, partager et vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous allons parler du virage à 180 degrés des instances de santé concernant le Remdesivir. Ayant reçu un avis favorable le 25 juin dernier par l'Agence européenne du médicament pour le traitement contre la Covid-19, cet antiviral subit un énorme revers. Il vient en effet d'être tout bonnement déconseillé par l'Organisation mondiale de la santé. Dans une revue de plusieurs essais, l'OMS a constaté que le médicament de Gilead n'améliorait pas les taux de survie des patients et ne les aidait pas à récupérer. Le comité a publié son rapport dans la revue BMJ. Un article de France Soir nous révèle que les travaux à ce sujet ont commencé le 15 octobre, lorsque l'essai de solidarité de l'OMS a publié ses résultats intermédiaires. Les données examinées par le panel comprenaient les résultats de cet essai, ainsi que 3 autres essais contrôlés randomisés. Au total, les données de plus de 7000 patients dans les 4 essais ont été prises en compte. Les preuves ne suggèrent aucun effet important sur la mortalité, le besoin de ventilation mécanique, le délai d'amélioration clinique et d'autres résultats importants pour le patient. Le professeur Douste-Blazy, sur le plateau de CNews le 23 novembre, s'étonne de la commande massive de Remdesivir et rappelle que ce médicament provoque des insuffisances rénales. Il se demande comment la Commission européenne, via l'Agence du médicament, a pu en acheter pour 1 milliard d'euros. Il évoque le besoin de transparence et souhaite que l'on comprenne pourquoi il y a eu des études fausses à ce sujet, ainsi et qu'on explique la raison des marchés lucratifs qui en ont découlé. Sur NTD, nous avons de la mémoire. Rappelons que le Remdesivir remportait en avril dernier une vague d'enthousiasme dans tous les médias mainstream. Cet espoir fut suscité par certaines études prouvant la supposée efficacité de l'antiviral en question. Sauf quelques-uns, comme le professeur Didier Raoul, qui décriait ce médicament dans un tweet du 9 juillet dernier. Je le cite. « Le Remdesivir ne soigne pas. Pire, il cause des insuffisances rénales. » On peut dire qu'il avait vu juste. Malgré cela, les chercheurs continuent d'inclure des patients dans les essais au cas où, alors que ces mêmes chercheurs se sont empressés d'arrêter les essais e-Covid concernant l'hydroxychloroquine sans appliquer les mêmes principes. Si l'on résume, les instances sanitaires ont arrêté les recherches sur l'hydroxychloroquine car l'étude Recovery l'avait préconisé. Mais pourquoi continue-t-on pour le Remdesivir, alors même que l'OMS vient de siffler la fin du match? Étonnant, non? J'ai évoqué le mot hydroxychloroquine. Ce terme est presque devenu tabou. À la simple évocation de son nom, certains scientifiques mettent un terme à toute discussion. Sauf que sur Nouvel Horizon, nous aimons le débat. D'autant qu'à l'inverse du Remdesivir, l'hydroxychloroquine bannie dans un premier temps semble retrouver un début de deuxième jeunesse, puisque le ministère de la Santé vient d'autoriser les médecins généralistes à prescrire ce médicament, tout en précisant que son efficacité n'est pas démontrée et qu'elle ne sera pas remboursée. Un communiqué de la direction de la santé précise « Les prescriptions hors AMM doivent demeurer exceptionnelles et dans l'intérêt des patients, en l'absence d'alternatives thérapeutiques médicamenteuses appropriées. » L'efficacité de l'hydroxychloroquine pour le traitement des patients atteints de la Covid-19 n'est pas établie selon la littérature scientifique. On peut toutefois noter que le professeur Harvey Risch, professeur en épidémiologie à Yale, a fait des révélations tout à fait saisissantes lors de son audition au Sénat américain. Sur la base de 7 études, basées sur plus de 10 000 patients répartis au Brésil, en France, en Arabie Saoudite, il conclut sans ambiguïté que le traitement d'hydroxychloroquine et de zinc combinés
réduisent de 5 fois la mortalité chez les patients atteints de Covid-19 lors de la phase initiale de contamination et affirment qu'il faut réhabiliter ce médicament. Au vu de l'exclusion rapide de ce médicament, il serait peut-être intéressant de continuer à investiguer afin de pouvoir clairement statuer sur son efficacité ou non quant à lutter contre le SARS-CoV-2. D'autant qu'une étude publiée le 22 août 2005 et consultable sur le site National Library of Medicine mettait en avant l'efficacité de la chloroquine contre son prédécesseur, le SARS-CoV-1. Affaire à suivre. Nous voulions mettre en lumière la possible influence de certains médias au travers du témoignage de Jenna Ellis, avocate et conseillère juridique principale de l'équipe de campagne du président Trump. Elle avoue qu'en 5 ans, elle a changé son regard sur le président. Elle dénonce le formatage et la manipulation des esprits par les médias, qui adoptent une approche partiale. Elle demande à chacun de chercher la vérité et de se faire sa propre opinion sur le président. Dès le processus des primaires de 2015, sa vision était strictement opposée à Donald Trump. Elle s'opposait ouvertement à sa candidature, le qualifiant de grossier et arrogant sur son compte Twitter. Évidemment, en devenant son avocate, elle a essuyé de nombreuses critiques. Elle aura répondu sur Twitter, je la cite, « Pour tous ceux qui ont posté mes commentaires d'il y a 5 ans, je suis heureuse que vous les ayez vus. Cela montre à quel point les médias vous mentent absolument sur le président Trump. Et quand vous connaîtrez la vérité, votre opinion changera. La mienne a changé. Aimez le Seigneur et cherchez toujours la vérité. » Posons-nous la question de savoir ce qui l'a conduit à changer radicalement sa vision vis-à-vis du président. Elle a mis les choses au clair lors de la conférence de presse du 19 novembre dernier, au siège du Comité national républicain à Washington. Elle en explique clairement les raisons. Trump est un chrétien sincère. C'est le meilleur président de l'histoire moderne. Il a tenu ses promesses au peuple américain. Je suis heureuse d'avoir appris que je m'étais complètement trompée sur Trump à l'époque et je suis fière de me tenir à ses côtés et de soutenir ses objectifs pour l'avenir de ce pays et de tous ses citoyens. Bien évidemment, ces propos n'engagent que Mme Ellis. Mais il est intéressant de se poser la question quant à notre vision à nous, Français, sur ce personnage controversé. De ce côté de l'Atlantique, l'image qui est donnée de lui, dans de nombreux médias, n'est-elle pas celle d'un personnage excentrique et arrogant? Alors, pourquoi tant d'Américains clament haut et fort qu'il est le meilleur président que l'Amérique n'ait jamais connu? Il est légitime de se poser la question. Jenna Ellis est engagée sur tous les fronts dans le combat juridique à la recherche de preuves concernant les fraudes électorales et conteste les résultats. Rappelons qu'elle avait écrit dès le lendemain des élections « Le président Trump a absolument raison de garder toutes les options légales sur la table alors que nous évaluons les résultats. Il s'est engagé à protéger l'intégrité des élections et à défendre la Constitution. Nous sommes un État de droit, pas de dirigeants. » À l'heure où le déconfinement progressif vient d'être annoncé, il serait opportun de se questionner sur l'utilité du port du masque. Rappelons-nous qu'au début de l'épidémie de mars dernier, M. Véran stipulait à l'Assemblée nationale que le port du masque était inutile. Était-ce par ignorance qu'il a tenu de tels propos? Nous ne le saurons jamais. Toujours est-il que le masque est toujours présent dans nos vies, et même chez les plus petits. Le Centre de contrôle des maladies américain estime qu'actuellement, le taux de survie à la Covid-19 est de 99,99% pour les personnes de moins de 50 ans. Alors, pourquoi perdurer à le maintenir, ne serait-ce que pour les enfants? Interviewé par notre correspondant David Vives, maître Carlo Alberto Brusa nous explique sur le plan juridique le bien fondé ou non du texte obligeant le port du masque. On l'écoute. Nous avons expliqué et nous nous sommes battus et nous avons commencé à analyser le texte qui a imposé le port du masque en disant que ce texte ne comportait pas de sanctions. Et ceci a été confirmé par les écritures même du ministère de l'Éducation nationale, qui s'est positionné ensuite sur les textes classiques pour interdire un enfant sans masque. Et quand nous avons commencé à rappeler les principes fondamentaux, nous avons eu des directeurs qui ont cédé au règlement et qui ont compris que le règlement peut-être dépassait les bornes et qu'il fallait ne pas martyriser les enfants qui se présentaient sans masque. Maître Brusa, président de l'association Réaction 19, un collectif d'avocats, vient de déposer une plainte pénale devant le procureur de la République de Paris contre le port du masque dès l'âge de 6 ans. Il nous en explique les détails. Nous avons déposé une plainte pour établir que, juridiquement parlant, le fait d'imposer un masque alors qu'il n'existe pas de preuves scientifiques sur l'utilité du masque, mais que ça peut générer des choses graves, ça peut aller de l'aspect
psychologique qui est aujourd'hui incontestable. Même Le Monde a fait un article très intéressant sur l'impact psychologique du masque pour les petits enfants, et d'autre part, les problèmes qui sont vraiment de nature médicale, qui aujourd'hui sont en train de s'avérer. Donc aujourd'hui, à travers cette analyse et une documentation assez exceptionnelle, nous avons déposé cette plainte qui concerne avant tout les enfants, mais nous allons la compléter avec une plainte complémentaire pour l'ensemble des personnes qui sont obligées de porter le masque. Maître Brouza, les parents désireux de faire valoir leur refus concernant l'obligation du port du masque sur leurs enfants, en ont-ils la possibilité? Ils peuvent s'associer à la plainte que nous avons déposée. Ils peuvent utiliser la plainte et elle est de libre accès sur le site de Réaction 19 pour aller eux-mêmes déposer plainte, parce qu'aujourd'hui, depuis la plainte, il y a des directeurs qui ont pris connaissance de la plainte et qui ils se sont dit, quand je lis ces plaintes, je commence à avoir des doutes sur le fait que je puisse vraiment imposer sans prendre de risques. Et aujourd'hui, il y aura certainement, dès lors que, et il y a des enfants maintenant qui commencent à avoir des réactions cutanées, des enfants qui commencent à avoir des problèmes respiratoires, des problèmes de bronchite, etc., des problèmes qui peuvent être des infections pulmonaires, et là, il est clair que nous passerons un step supplémentaire. C'est-à-dire que la plainte passera d'une plainte contre X, une plainte qui visera avant tout le directeur de l'école, qui a imposé le masque et qui a obligé l'enfant à porter le masque. Et après, il ira chercher peut-être le ministère pour dire « moi j'ai imposé ce qui m'a été ordonné par le ministère et par le décret du 29 octobre ». Après, ce n'est pas mon problème, ça sera le leur. Parce qu'aujourd'hui, comme on dit, un homme averti vaut deux. Les preuves scientifiques s'accumulent et tendent à prouver que son utilisation serait quasi nulle. Le Centre de médecine de l'Université d'Oxford a résumé 6 études internationales qui ont montré que les masques seuls n'ont pas d'effet significatif pour interrompre la propagation de la grippe dans la population générale, ni chez les travailleurs de santé. Oxford a ajouté que, malgré 2 décennies de préparation à la pandémie, il existe une grande incertitude quant à la valeur du port des masques. Ils ont prophétiquement averti que cela a laissé le champ libre aux jeux d'opinion et d'influence politique. Une étude menée auprès de travailleurs de la santé dans plus de 1600 hôpitaux a montré que les masques en tissu ne filtraient que 3% des particules. Un article du New England Journal of Medicine a déclaré que porter un masque en dehors des établissements de santé n'offre que peu, voire aucune protection contre l'infection, et que le désir de généraliser le port du masque est une réaction suscitée par l'anxiété liée à la pandémie. Il existe de nombreuses autres études crédibles montrant le manque d'efficacité des masques, comme les études publiées dans le National Center for Biotechnology Information, Cambridge University Press, Oxford Clinical Infectious Disease, Influenza Journal. Je continue ou est-ce suffisant? Des études montrent que les masques peuvent être utiles pour protéger des gouttelettes respiratoires directes, ce qui serait important si quelqu'un toussait, respirait ou éternuait directement sur votre visage, ce qui n'est pas la chose la plus courante. Merci d'avoir suivi Nouvel Horizon. Prenez soin de vous et restez libre.